Fred Savard avec vous pour un 14e épisode de la saison 7. J'espère que vous allez bien. Ça va être un épisode très intéressant auquel je vous convie. On va d'abord avoir une discussion avec Philippe de Grosbois qui revient pour une nouvelle chronique sur les chambres d'écho. Alors, il va se poser la question, est-ce que les chambres d'écho, ça existe? Est-ce que les chambres d'écho, ça existe pour vrai? Est-ce que c'est comme le sexe des anges? Est-ce que c'est quelque chose que parfois on discute, mais qui n'existe pas vraiment? D'ailleurs, il paraît qu'un ange qui atteint l'orgasme, il y a un écho dans les cieux. C'est ce qu'on... je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai lu ça quelque part, sur Blue Sky peut-être. Et justement, on va avoir Philippe Baudouin avec nous qu'on a déjà entendu ici l'an dernier. Non, c'est-tu l'an dernier? Oui. Ce débat sur est-ce que les technologies allaient sauver le monde, vous vous rappelez, c'était à l'école polytechnique avec les gens de Propolis. Et vous allez voir, on en reparle de ça justement, et du mauvais casting. Mais Philippe Baudouin est vraiment quelqu'un d'intéressant pour réfléchir sur les réseaux sociaux, en fait, au-delà des réseaux sociaux, de réfléchir à l'architecture, aux infrastructures, au financement. Lui, il a eu les deux mains dedans, il a encore les deux mains dedans. Voilà. Et vous allez voir, il y a peu de degrés de séparation entre lui et Elon Musk. Ça, c'est vraiment... Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Je ne sais pas. En tout cas, vous allez voir. Alors, ça va être vraiment une discussion très intéressante. Et en fin d'épisode, on reçoit Valérie Lefebvre-Fauché qui vient nous présenter le nouveau numéro de Liberté. Celui-ci, qui a comme thématique le papier. Et ça va sûrement sonner quelques cloches chez les auditeurs et les auditrices qui, je devine, sont attachés à la chose papier, que ce soit le livre, le papier à lettres, l'écriture, voilà. En tout cas, ce sera donc le menu. Petit mot sur la campagne de financement, parce que là, j'ai lancé des courriels cette semaine. Donc, si vous êtes donateur, donatrice, et même si vous êtes abonné à l'infolette, vous avez reçu donc ce message vous invitant à participer financièrement à la balado, comme je le fais à chaque saison. Alors, ceux qui ne sont pas sur l'infolette et qui n'ont pas donné l'an dernier, je vous le dis tout de suite, si ça vous tente d'appuyer financièrement ce projet, je vous invite fortement à le faire. C'est le temps, c'est avant Noël. Faites-vous ce cadeau de vous sentir bien d'avoir donné à la balado. Je suggère donc un don de 72 $ par année. C'est ce que je suggère à tout le monde, mais c'est vraiment libre. Les montants que vous pouvez donner, là, c'est libre. Il y en a qui donnent 10 $ par année, il y en a qui donnent 50, il y en a qui donnent 25, il y en a qui donnent 600. Cette année, l'an dernier, en fait, je pense que la plus grande contribution financière, c'était 600 $. Il y a déjà eu des 1000 même au début. Jadis naguère. Donc, vous donnez vraiment ce que vous voulez. Et en contrepartie, vous n'avez rien. Je vous le dis tout de suite. J'ai abandonné cette idée des goodies. Cela dit, il y a déjà eu l'an dernier, vous vous rappelez, cette soirée cabaret que j'avais offert aux donateurs donatrices. Cette année, il n'y en aura pas parce que je suis vraiment fatigué et très occupé. Mais il n'est pas dit... Je dis que cette année, cet hiver. Mais il n'est pas dit que d'ici la fin de la saison, si la campagne de financement va bien, on ne va pas se payer une petite fête, quelque chose. Alors, mais je vous le dis tout de suite, là, contrairement à d'autres podcasts qui sont vraiment plus développés sur les goodies, sur les contreparties, puis vous me l'avez tellement écrit au cours des dernières saisons que ça ne vous intéresse pas vraiment les contreparties que vous donnez parce que vous voulez avoir cet espace radiophonique de podcast assez unique dans le paysage québécois. Je dirais peut-être même francophone, qui prend le temps, qui offre des segments longs, des réflexions intéressantes, avec des nouvelles voix aussi. C'est vraiment une mission du podcast d'entendre des voix qu'on n'entend pas ailleurs. Donc, si vous avez envie que tout ça existe et que tout le monde soit payé aussi et que soit mieux payé, parce que c'est un des objectifs cette année de la campagne de financement, c'est de hausser les cachets, entre autres, des chroniqueurs et des chroniqueuses qui sont à 200 $. J'aimerais ça les hausser à 250 et même l'an prochain, dans un monde idéal, les établir à 300 $ la chronique, ce qui serait assez bien payé, je vous dis, même mieux qu'à Radio-Canada probablement, qui payent assez mal leurs chroniqueurs radio, en tout cas les nouveaux. Puis les journaux papier, c'est la même chose. Vous seriez étonnés comment c'est pas bien payé. Fait que j'ai envie d'offrir autre chose. Si en fait, les donateurs et donatrices de la balado me permettent de mieux rétribuer les chroniqueurs et les chroniqueuses que certains journaux ou sociétés d'État, je vous avoue que ça serait un beau pied de nez en cette crise des médias. Puis évidemment, c'est aussi pour me payer moi, mais j'essaie de multiplier les activités, dont les soirées dansante, dont les shows d'humour. Pour l'instant, je ne peux pas dire que je vais me payer un chalet avec ça, mais qui sait. Alors voilà, je vais vous en reparler de la campagne de financement, ne vous inquiétez pas.
Mais vous allez sur lefredsavard.com et vous cliquez sur soutenir la balado. Vous avez plusieurs options, que ce soit un don mensuel, un don unique avec votre compte PayPal, un don unique avec Stripe, un virement Interac au courriel de la balado. Alors voilà, c'est là-dessus que je vous laisse avec ce 14e épisode. On se retrouve à la toute fin. J'ai une belle chanson qui va énerver bien des gens à vous proposer à la fin. Alors, Philippe de Grosbois? Bonjour. De retour? Oui, en pause de correction. Ouais, là vous allez, vous êtes un, oui, c'est le temps des profs de cégep là, qu'on va dans les cafés. Le temps des fêtes, c'est le temps des corrections. Vous nous parlez de quoi aujourd'hui? Je parle de chambre d'écho. Ça s'appelle De quoi les chambres d'écho sont-elles le nom? Bon. Pourquoi ça revient tout le temps? Ouais. Cette histoire-là de chambre d'écho. Il y a des auditeurs et auditrices qui nous ont écrit par rapport à votre dernière chronique, entre autres. Et quand vous m'avez annoncé ce sujet-là, j'arrivais sur Blue Sky, j'avais beaucoup de plaisir, mais là, il y a toutes sortes de questions qui se posaient. Et là, j'ai pensé à vous, Philippe Baudouin. Bonjour. Oui, bonjour. Bon, les auditeurs et les auditrices de balado qui l'écoutent depuis quelques saisons, on vous a déjà entendu ici. Oui, effectivement. Dans un drôle de contexte. Dans un format étrange. C'est un débat chez Propolis sur est-ce que la technologie va nous sauver? Et vous étiez dans un camp... J'étais dans le camp des techno-pessimistes, ce qui me va vraiment pas. Non, c'est ça, on le sentait d'ailleurs. Fait que là, on va rétablir tout ça aujourd'hui. C'est ça. J'ai pensé à vous, Philippe Baudouin, parce que vous êtes peut-être la personne qui se rapproche le plus de ces grands... je dirais ces oligarques qui contrôlent les réseaux sociaux. Mais non, mais vous avez les deux mains dedans, vous avez une expertise, vous avez une expérience, vous êtes encore là-dedans. Oui. Je vais vous laisser vous présenter parce que je pense qu'avec Philippe de Grosbois et les chambres d'écho, on va parler entre autres de Blue Sky, sa structure, le financement des réseaux sociaux, qu'est-ce qui fait que c'est intéressant socialement, que ça l'est moins, plein de questions. Ouais. Puis je trouvais ça vraiment, vraiment intéressant de vous avoir à la balado. Merci d'avoir accepté. Ben, ça me fait plaisir. Là, parlez-nous de vous pour qu'on sache pourquoi je vous ai invité. Donc, le contrepoint à l'oligarque, que je ne suis pas du tout d'ailleurs. Je fais des blagues, là. Mais... Genre, ma spécialité, je suis un chercheur avec un chapeau d'entrepreneur un peu. Ma spécialité est en intelligence artificielle. J'ai fait mon doctorat là-dedans. J'ai travaillé longtemps chez Google sur différentes technologies, entre autres sur les aspects reliés au browser ou chez Chrome. Okay? Ensuite de ça, j'ai cofondé une compagnie qui s'appelle Element AI où est-ce que j'étais en charge de la recherche en intelligence artificielle. Mais mon dada a toujours été l'impact des technologies sur la société. Fait que c'est pour ça qu'il y a 4 ans, j'ai cofondé une compagnie qui s'appelait à l'époque Waverly, qui s'appelle maintenant Numeno. Puis notre objectif, c'est de prendre ça, l'intelligence artificielle, puis là, l'émergence d'un réseau social comme Blue Sky, et d'essayer de transformer ça en outils qui permettraient aux gens, à la société, d'avoir des conversations plus ouvertes, plus efficaces, plus agréables. Donc, c'est ça. Comment on peut se servir de la technologie pour faire ça? Mais là, Waverly, parce que quand on s'est parlé, on s'est croisés lors de ce débat à l'école polytechnique, Waverly, vous étiez dedans. Là. Vous étiez est-ce que c'est encore un projet qui va... Parce que c'est un nouveau réseau social. Il y a une question qui se pose aussi, jusqu'à quel point, socialement, on peut être saturé de réseaux sociaux. Est-ce que Blue Sky, la réémergence de Blue Sky, ça nourrit, j'imagine, votre réflexion? On en est où avec Waverly? Oui, donc, Waverly... à l'origine, était construit sur Blue Sky. C'est-à-dire qu'on avait, donc on avait détecté l'émergence de ça avant que ça devienne populaire. Et comme le code source de Blue Sky est complètement ouvert, on en parle un peu plus. Tout à fait. Nous, on avait pris ça pour construire notre réseau social avec une philosophie un peu différente. On était peut-être un peu plus proche d'un Instagram que d'un Twitter dans notre cas. Mais c'était construit sur la même base, sur le même réseau, si on veut. Là, le problème de construire un réseau social, c'est de réussir à trouver du financement pour ça. C'est un gros projet. C'est difficile de convaincre les bailleurs de fonds, les venture capitalistes, là, les vrais oligarques. C'est ça. C'est ça. De nous donner de l'argent pour faire ça. Et là, donc, on était obligé de changer notre fusil d'épaule un peu. Et donc, on a mis Waverly sur pause, puis on construit Numeno, qui est une version plus, dans le langage, on dit B2B, donc business to business. On s'adresse directement aux entreprises, puis on essaie de vendre la technologie de personnalisation transparente, donc qu'on avait développé pour Waverly. OK. Bon, là, c'est ça. Le financement. Là, vous êtes installé à Montréal? On est écoutez, on est distribué. Là, c'est une toute petite équipe maintenant. On est obligé de réduire les effectifs. Et puis, on est entre Montréal et Toronto. Non, mais quelqu'un comme vous qui est à Montréal,
à l'époque du désir de créer Waverly, vous n'avez pas le choix d'aller... Là, je vais poser des questions naïves. Vous me direz si je suis trop naïf. Est-ce qu'on n'a pas le choix d'aller à la Silicon Valley dans cet endroit-là où le dialogue s'installe? Est-ce que c'est un passage obligé? Pour le financement, entre autres. Oui, c'est ça. Donc, plusieurs entrepreneurs de start-up vont vous dire que oui. Pour une start-up de la nature de Waverly, c'est obligatoire d'y aller. Oui. En grand contrarian, j'ai en fait décidé de ne pas le faire. Ouais. Puis d'essayer de construire ça ici, de convaincre les investisseurs que je côtoie ici d'essayer ça. Ça a été très difficile, ça n'a pas vraiment fonctionné. À une certaine époque, on a été obligé d'aller à New York, où est-ce qu'on a joint un incubateur là-bas qui est pas dans la... C'est une dynamique différente de la Silicon Valley. Silicon Valley, il y a quelque chose qui me revient pas dans la culture là-bas. Là. C'est en partie pour ça que je voulais pas y aller. Mais vous la connaissez, cette culture? Oui, absolument. Okay. Donc, ayant travaillé chez Google, Element AI, tout ça, oui. Je la connais bien. Je connais beaucoup des investisseurs là-bas. Il y a des parties qui sont positives. C'est-à-dire qu'on est dans l'optimisme, la construction, tout ça, mais il y a des parties qui sont... un peu plus sombres. Oui, c'est ça, exact. New York, c'est pas parfait non plus, mais c'est différent. Puis cet aspect différent-là, je les aimais bien. Sauf que le plus gros problème qu'on a ici, c'est que je pense qu'on a probablement pas les reins assez solides et donc pas la culture nécessaire pour s'embarquer dans le genre d'investissement qu'il faut. Bon, je vais y aller à la base. Les algorithmes. Je pense que c'est encore très théorique et flou pour beaucoup de gens, alors que c'est un mot qu'on entend quotidiennement. Ouais. Aidez-nous à comprendre et conceptualiser ce qu'est un algorithme pour une plateforme de réseau social comme on les connaît. Bon. À chaque fois que je parle d'algorithme, j'ai mes anciens profs d'université qui m'appellent pour me dire « c'est pas ça par tout », OK? Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a peut-être deux définitions d'un algorithme. Il y a la définition que quand on est un chercheur, un étudiant en informatique, on va apprendre sur les bancs d'école. Ouais. Là, je vais vous parler de la définition grand public, c'est-à-dire comment on en parle dans les médias, comment vos auditeurs le comprennent probablement. Un algorithme pour un réseau social, c'est en fait l'ensemble des processus qui vont déterminer quel contenu va apparaître sur un fil, dans quel ordre. Ça, c'est la base. Ça va plus loin que ça aujourd'hui. Ça détermine la manière dont chacune des unités de contenu va être rendue. Est-ce qu'on va montrer l'image? Est-ce qu'on va montrer juste le texte? Est-ce qu'on va montrer la figure de celui qui l'a publié? Donc, tout ça, ça fait partie de l'algorithme. Donc, la meilleure façon de le comprendre, c'est le processus qui détermine comment l'information va vous arriver c'est pas juste une formule mathématique. C'est un ensemble de processus qui roulent derrière, qui changent constamment d'ailleurs. Mais donc, si on regarde plutôt le résultat de ça, c'est ce fil de nouvelles-là. Bon. Est-ce qu'on peut ajouter que c'est aussi que l'algorithme fait une sorte de prédiction, à savoir quelle est la publication qui est la plus susceptible de garder l'attention de la personne, de la garder sur la plateforme, en supposant que c'est ça l'objectif, là. Mais souvent, les algorithmes, c'est ça qu'ils font aussi. Ils font une prédiction sur ce qu'on a envie de voir ou ce qui va nous garder. Oui, donc c'est un bon point. Hein? Une fois qu'on a compris que c'est le processus qui met l'information devant nous, c'est intéressant de se demander qui est-ce qui existe derrière ce processus. Oui, voilà. C'est quoi l'objectif? C'est pas neutre. C'est pas neutre. Bon. Non, mais c'est intéressant qu'on vous pose la question, Philippe Baudouin, parce que vous apprêtiez... Là, je ne sais pas jusqu'à quel point vous étiez avancé avec Waverly, mais forcément, c'est des questions que vous vous êtes posées avec votre équipe. En fait, c'est la question fondamentale de Waverly, c'est comment est-ce qu'on peut faire des algorithmes différemment. Bon, voilà. Donc, le constat dont on partait, c'est que l'importance de l'algorithme dans le discours social est plus grand que ce que les gens perçoivent. Ah oui? Ben oui, donc il y a 5 ans, on n'en parlait pas tant que ça. Ouais. Ça a l'air très anodin. Qu'est-ce qui choisit l'ordre? Ça a l'air vraiment basique, mais l'impact de ça à grande échelle est immense. C'est-à-dire que si tout le monde est exposé à la même information, on va parler un petit peu des chambres d'écho tout à l'heure, c'est un bon lien. Ben oui. Mais donc, si tout le monde est exposé à la même information, cette information-là prend plus de place dans l'espace public. Donc, les notions de censure, on comprend de censure, ou en tout cas d'interdire quelqu'un de publier de l'information, on comprend l'impact que ça a. Mais l'algorithme, c'est la même chose, plus subtil, mais l'impact est immense. Donc, notre constat de base, c'était les algorithmes ont un impact plus grand que ce qu'on s'imagine. Et en ce moment, c'est la chasse gardée d'un certain nombre d'entreprises qui vont construire des algorithmes selon leur
propres intérêts. Comment est-ce qu'on peut changer ça? C'est la base. On peut le changer en disant on va en faire un autre. Okay? Mais c'est juste un nouveau truc qui arrive sur le marché. Est-ce qu'on va être meilleur? Est-ce qu'on va être pire? C'est difficile à savoir. Nous, la manière dont on voulait changer, c'est de dire on va faire des algorithmes mais radicalement différents. C'est-à-dire qu'on va les rendre plus transparents et l'objectif de l'algorithme va être visible pour l'utilisateur de l'algorithme et l'utilisateur de l'algorithme va pouvoir le transformer aussi. OK. Est-ce que ça a un lien direct avec le financement? Parce que tantôt, on l'a effleuré. Puis là, quand Blue Sky, en fait, le renouveau de Blue Sky, parce que moi, je suis sur Blue Sky depuis 2 ans. Je pense d'ailleurs, c'est Philippe de Grosbois, c'est vous qui m'avez donné une invitation à l'époque. Parce que on se rappelle, ça prenait une invitation pour être sur Blue Sky, parce que c'était encore en mode bêta. Je sais pas si on dit ça on dit encore ça, là, en mode expérimental. C'est ça qu'on dit. Et là, l'algorithme de Twitter a changé quand Elon Musk est arrivé. Puis là, j'ai une question vraiment people. Avez-vous déjà rencontré Elon Musk? J'ai jamais rencontré. Je suis déçu. C'est presque... J'ai serré la main du diable. Non, vous avez une personne... oui, en fait, il y a un degré entre les deux. Oui, j'ai étudié à Vancouver avec le bras droit de Elon pour tout ce qui est voiture autonome. Ah bon, OK, voilà. On l'a senti... Puis là, j'allais dire tantôt, vous disiez, les algorithmes, on n'en parlait pas, puis on en parle plus. J'ai l'impression qu'on en parle plus aussi parce que les réseaux sociaux ont un certain âge qui nous permet de voir la différence. Entre autres, Facebook, c'est frappant. Facebook est en train de devenir une coquille vide de suggestions de pages qui nous intéressent pas. Et puis, il y a plein de monde qui chiale. Ben, comment ça, je vois plus mes amis? Bon, on sent qu'il y a quelque chose qui a changé dans la structure. Ouais. Arrive Blue Sky, le renouveau... Parce que beaucoup d'exilés de Twitter, parce que Twitter c'était rendu vraiment un cimetière d'idées nouvelles et de... Bon, en fait... Il n'y avait plus de fraîcheur. Là. Ah non, mais c'était rendu une chambre d'écho d'extrême droite, on va se le dire. Et là, on a l'impression que la structure de Blue Sky... Là, j'ai su que vous avez travaillé sur le... Oui, en fait, comme je l'expliquais précédemment, on a construit Waverly sur le code de Blue Sky. Donc, l'avantage d'un code source ouvert, c'est que tout le monde peut y aller. C'est sur un site qui s'appelle GitHub. Et nous, on l'a pris, on l'a forké, qu'on appelle dans le langage. On a pris leur code et on l'a dupliqué pour commencer le nôtre à partir de là. Et quand tu fais ça, tu peux toujours ramener les modifications qu'eux vont faire dans le temps. Donc, c'est une pratique qui est courante en code source ouvert. Nous, on a fait ça pour Waverly. Mais ce que ça veut dire, c'est que depuis 2 ans, moi, j'ai les mains dans le code de ça. J'ai lu toutes les lignes de code de Blue Sky. J'ai parlé avec les développeurs de Blue Sky sur une base régulière pour essayer de comprendre où est-ce qu'ils s'en allaient. Il n'y avait pas tellement de temps de me répondre, mais parce que bon, ils ont de la boue dans le toupette, c'est une petite équipe. Sauf que oui, donc j'ai une expérience là, hands-on vraiment. Et pourquoi Blue Sky, en tout cas jusqu'à présent, pourquoi on sent un espace sain de discussion, puis il y a plein de gens qui mettent des chiffres qui sont encore sur Twitter, puis qui regardent la comparaison de leur publication, comment ils rejoignent des gens sur Blue Sky. Je la connais un peu la réponse, mais je veux que vous l'entendiez, de l'entendre de quelqu'un qui a eu les deux mains dedans. Oui, ben écoutez, si vous connaissez la réponse, vous allez devoir me la dire, parce que c'est difficile. Hein, les phénomènes sociaux, c'est difficile de pointer un truc puis de dire c'est ça qui a causé le phénomène. Oh, il y a un chat qui est intéressé bien par... sûr. Oh, toi, Léon! Donc... non, vous parliez de l'open source avec... Bon, est-ce que ça, on peut expliquer le code qui est ouvert? Bon, essayons de décortiquer. Oui, voilà. Hein? C'est ça. Donc, c'est quoi les aspects qui peuvent avoir contribué au fait qu'on a un espace qui est vraiment plus agréable? Pour l'instant. Ça peut changer, effectivement. On pourra en parler aussi. Donc, définitivement, l'ouverture dans la philosophie, ça a un impact important sur la nature de l'espace social qui est créé par Blue Sky. Fait que ça veut dire le code source ouvert, mais ça veut dire aussi le protocole qui est ouvert. Ça, c'est un petit peu plus technique, mais la manière dont les messages sont stockés, sont échangés, tout ça, c'est... ça, on peut le voir sur Blue Sky, là, quand on connaît ça. On sait comment ça fonctionne, c'est documenté sur le web. On peut même se créer son propre serveur pour conserver nos données Blue Sky. Donc, toute cette ouverture-là a probablement un impact.
Je pense aussi que la manière dont la modération est ça. faite sur Blue Sky, c'est radicalement différent de ce qui existe sur Twitter. Ouais. Peut avoir Comment ça un impact fonctionne, aussi. ça, la modération? Est-ce que c'est des gens devant leur ordi qui voient passer à peu près tout ce qui se publie, puis ça, j'imagine c'est l'intelligence artificielle qui est mise à contribution. Comment ça fonctionne, la modération d'une plateforme comme ça? Bon, avant de vous parler de la modération, juste rapidement, je pense que le principe fondamental de Blue Sky qui le distingue de Twitter et qui a probablement aussi un impact sur ce qu'on voit, c'est le fait que c'est un réseau social décentralisé. OK. Ce que ça veut dire, un réseau social décentralisé, ça veut dire que les serveurs appartiennent pas tous à une seule entité. Okay. Quand on est sur Twitter, c'est pas décentralisé. Tous les serveurs appartiennent à Twitter. Même chose pour Facebook. Ça a toujours été YouTube. comme ça? Ça a toujours été comme ça. Ah, OK. Il y a quelques réseaux sociaux décentralisés. Le précédent, c'était Mastodon, dont on a peut-être entendu parler. Le précédent qui est encore là. Oui, en fait, le précédent, je veux dire, dont tout le monde parlait. Tu as bien raison, Il y avait une course éventuellement, il n'y a pas si longtemps, entre Blue Sky, Mastodon. Il y avait Thread aussi, qui était très nouveau aussi. Qui est à Meta. Oui, c'est ça. On avait l'impression qu'il y avait des promesses là. Bon, et c'est un peu Blue Sky, dans le fond, qui à date gagne cette course-là. Parce que les réseaux sociaux sont éphémères un peu par définition. Oui, exactement. Donc, les réseaux sociaux sont éphémères. Est-ce que les protocoles sont éphémères? Peut-être pas. OK? Donc, l'idée de parler de protocole, c'est comme de dire les sites web sont éphémères, mais le protocole web lui-même existe depuis les débuts, puis évolue, mais c'est toujours le même. Donc, c'est un peu la promesse de Blue Sky, c'est de dire on va travailler plutôt au niveau du protocole pour essayer de faire quelque chose de pérenne qui va rester. Et après ça, il y aura des réseaux sociaux qui vont monter, qui vont descendre sur ce protocole-là. Donc, en tout cas, dans la philosophie, c'est différent. Maintenant, pour revenir à la question peut-être sur la modération, qui était aussi très bonne, la modération sur un site qui n'est pas décentralisé comme un Twitter ou un Facebook, c'est un peu ce que vous décriviez. C'est-à-dire qu'on va avoir des modérateurs qui sont payés par la plateforme, donc l'agence centrale, qui vont regarder les messages passer sur leur écran puis qui vont décider est-ce qu'on les accepte ou pas. Ils sont aidés par une tonne d'outils technologiques là, pour regarder les bons messages. C'est des milliards de messages. Oui, exactement. Puis il y a aussi une espèce de... On va demander aux utilisateurs de nous aider, c'est-à-dire qu'on peut flaguer des messages. Puis quand on fait ça, ça augmente les chances qu'ils se retrouvent devant un modérateur. Sur Blue Sky, je sens que ça, c'est très mis à contribution, c'est-à-dire le signalement semble efficace, alors que sur Twitter, on pouvait signaler des gens qui nous menaçaient de mort, puis le lendemain, Twitter nous disait non, cette personne n'a pas enfreint les règles. Il n'y a rien à voir. Non, c'est pas grave, puis faites attention à vous. Oui, c'est une bonne question parce que là, on parle d'un réseau social décentralisé. Si on a un groupe de modérateurs tout puissants, centralisés, on peut plus vraiment parler d'un réseau social décentralisé. Cela dit, Blue Sky a une équipe comme ça, sauf que la manière dont ils vont décrire cette équipe-là, ce n'est qu'une des équipes de modération qui peut exister sur le réseau. Ils fournissent la première équipe, si on veut, mais ils fournissent aussi tout le matériel que cette équipe-là utilise pour que quelqu'un d'autre ailleurs puisse dire, moi, je vais faire une autre équipe de modération à côté. Et ça veut aussi dire que la modération, c'est quelque chose de flexible. On peut s'abonner à une équipe de modération, par exemple, et les gens peuvent avoir une vue modérée différente du réseau d'une personne à l'autre. Je trouve que la modération, c'est vraiment un enjeu central. On parlait du financement, ça c'est sûr, c'est un gros morceau. Mais la modération, ça met en question le modèle d'affaires de l'entreprise. Puis ça met en question aussi quel genre de relation avec la communauté on veut avoir. Un média social comme Facebook, moi je trouve souvent c'est comme un peu le modèle Walmart du média social. C'est-à-dire c'est pas cher, avec une modération qui est faite, soit avec des IA, soit avec ça, je pense qu'il faut quand même le mentionner, des travailleuses du clic, parfois qui sont à l'autre bout de la planète, qui sont mal payés. Qui se tapent des contenus haineux, traumatisants, tout ça à longueur de jour. Et que ça, pour moi, c'est le modèle un peu Walmart, qui est basé sur quelque chose d'assez cheap. Et qui est assez dommageable dans des conditions d'exploitation, en fait. Puis là, quand ça, on veut... Non, non, absolument. Comme utilisateur, on voit pas ça. C'est de l'invisibilisation, c'est des travailleurs invisibles. Antonio Casili a beaucoup travaillé là-dessus, mais quand on pose la question de qu'est-ce qu'on veut comme média social qui est plus communautaire, qui est plus proche des communautés, nécessairement la question de la modération arrive sur le sujet parce qu'on ne veut pas... en tout cas, idéalement, il ne faudrait pas que la modération soit comme outsourcée à des gens à l'extérieur qui doivent se taper tous les vidanges, tout le contenu horrible. Il faut voir comment
comment on construit des espaces dans lesquels on est capable de se donner nous-mêmes des règles de qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui n'est pas acceptable, comment est-ce qu'on exclut des gens, comment est-ce qu'on donne des permissions. C'est des enjeux quand même assez fondamentaux. Le financement, parce que là, il y a des articles qui sont parus sur Blue Sky par rapport aux gens qui sont derrière. En fait, comment ça coûte une plateforme comme ça? C'est difficile. Je sais que c'est des questions C'est ça. Donc, c'est pas publiquement connu. Mais ce qu'on sait, par exemple, c'est que l'équipe de Blue Sky, c'est une vingtaine d'employés. Okay? Là, ça a grossi beaucoup à cause de l'équipe de modération. Donc, c'est l'équipe de modération qui a augmenté. Est-ce qu'on a des travailleurs du clic là-dedans? Est-ce que ce sont tous des employés de Blue Sky? Est-ce qu'ils sont bien payés? L'histoire le dit pas. On ne sait pas encore. On peut deviner, mais bon. Faut choisir ses combats pour l'instant. C'est ça. C'est difficile à savoir. Mais bon... on est dans cette situation-là, mais 20 personnes qui construisent un réseau social qui est pas ce qu'on dirait à feature parity, là, qui est pas au même niveau qu'un Twitter ou qu'un Facebook. Pas encore, c'est ça, définitivement. Puis surtout dans les aspects qui nous intéressent pas d'un Twitter ou d'un Facebook, c'est-à-dire les aspects commerciaux, les aspects pour les annonceurs et tout ça. Ça, c'est un gros investissement d'un Twitter ou d'un Facebook que Blue Sky n'a pas à faire. Mais qui vont devoir réfléchir. Probablement pas. Ah? Probablement pas. La manière dont ils sont financés en ce moment, c'est ce qu'on appelle un Public Benefit Corporation. Il y en a peut-être d'autres dans les réseaux décentralisés, là, mais quand on pense aux gros réseaux sociaux, c'est le seul qui est structuré comme ça. Donc, ça serait nos BNL? Non, ça serait un C-Corp, comment qu'on appelle ça? Société en nom collectif? Non, en fait, c'est une compagnie incorporée normalement avec un board of directors, un conseil d'administration. Sauf que dans leur charte, ils doivent donner des rapports, ils doivent avoir le public benefit. C'est pas comme une utilité sociale. Oui, c'est ça. Donc, il y a un nom pour... je m'excuse, je ne peux pas me rappeler du nom en français. Mais donc, c'est peut-être une structure qui n'a pas d'équivalent ici non plus. Il y en a. Ça s'appelle des C-Corp au Canada. Donc, ça sera jamais probablement coté en bourse. Pardon, des B-Corp. B-Corp, OK. Écrivez-nous, si vous le savez. Non, mais au-delà de la forme juridique, comment les revenus, comment on arrive à balancer le budget? Parce que les coûts, ça peut représenter quoi? Les coûts, si on parle d'une vingtaine de développeurs très bien payés, ça, c'est une des parties. Ça, c'est la première partie. Ensuite, les serveurs. C'est pas si cher que ça aujourd'hui. C'est tout dans leur cas, ils utilisent même pas les serveurs cloud classiques, là, ce qu'on a Google Compute ou Amazon Web Services. Eux ont décidé d'utiliser quelque chose d'encore plus proche du métal. Donc leur serveur leur coûte pas si cher que ça. La bande passante, les données, tout ça, ça finit par s'accumuler, mais c'est vraiment pas si cher que ça. C'était l'article de David Dufresne. Oui, le journaliste français. Au Poste, je pense. Sur le site au Poste, oui. Bon, qui disait attention les amis, vous aimez ça, Blue Sky, mais il y a des nuages gris parce qu'on regarde ceux qui sont derrière le financement, puis c'est tous des méchants cryptomaniaques. C'est-à-dire des milliardaires de crypto. Là. Oui, donc il y a effectivement quelques-uns des investisseurs. Donc, pour la petite histoire, Blue Sky vient de lever, on levait une série A de 15 millions de dollars en octobre de cette année. Donc, c'est tout nouveau. Et les investisseurs qui sont rentrés là-dedans, il y a effectivement... Donc, ils sont en bourse. Non, c'est juste c'est privé appel pour le de moment. Financement. C'est ça. Donc, dans le monde de la start-up, on appelle ça une série A, c'est-à-dire que tu vas voir des investisseurs privés, des venture capitalists, là, puis tu leur dis, OK, regarde, on est cute. Ça te tente-tu d'embarquer? On va te donner un pourcentage. C'est les dragons, là. Bon. C'est ça. Enfin, on comprend. Exactement. Fait que là, ils sont allés voir les dragons, puis ils ont une couple de dragons que tu pourrais dire, je sais pas, Donc, les dragons des Bahamas. Du vrai feu. C'est pas les plus clean, ça dépend, OK? Puis il faut faire un due deal sur chacun, il faut aller voir qu'est-ce qu'ils font pour vrai. Il y en a un qui s'appelle Blockchain Capital, donc comme son nom dit, on est dans la crypto. Même dans les fondateurs, Jay Graeber, la femme qui est à la tête de ça comme PDG, elle a une historique un peu en crypto, mais la crypto, moi je suis vraiment pas un fan. Vous allez me trouver vraiment loin de ça. La première chose, c'est que ils ont décidé de tout laisser tomber ce qui était blockchain, de pas toucher à ça sur Blue Sky. Donc on n'a pas de crypto, on n'a pas de blockchain du tout sur Blue Sky.
En partie parce que l'expérience de Jay Graeber sur la blockchain avait pas été ce qu'elle souhaitait. Okay. Donc, ce qu'il faut savoir de la blockchain, c'est qu'il y a quand même un certain nombre d'idéalistes là-dessus qui allaient avec les bonnes raisons. Est-ce que c'est de ça qu'on parle ici ou on parle de crypto head? C'est intéressant. C'est pas évident. Parce que la pratique et la théorie, c'est pas rejoint encore. Exactement. Ni avec les cryptos, ni avec la blockchain. Parce que la blockchain, tout le monde en parlait il y a 5 ans. Oui. C'était l'avenir. C'était la même... Moi, j'amalgame un peu les deux. Crypto, blockchain, c'est un peu la même philosophie. Puis l'idée, c'était beaucoup autour de la décentralisation, s'affranchir des grands qui contrôlent tout. La même philosophie se retrouve un peu dans Blue Sky. Moi, j'ai toujours été de l'école que c'était pas la technologie sur laquelle on allait mettre le truc, donc l'idée d'une blockchain versus le web, qui allait changer ça. C'est pas ça l'enjeu. C'est pas ça l'enjeu, à mon avis. Et là, ce qu'on semble voir du côté de Blue Sky, c'est que ça rejoint un peu ça. OK. Sauf que les revenus sont où? Parce que ces gens-là, ce ne sont sûrement pas des philanthropes. Quand on lève, on demande... Puis d'ailleurs, on demandait tantôt pourquoi est-ce que Blue Sky, c'est mieux. Des fois, c'est parce qu'au début, on investit à fond pour attirer les gens. Puis c'est après que il y a des comptes qui sont demandés. Cory Doctorow appelle ça l'enshittification, l'emmerdification. Ça commence sur la plateforme, c'est tout beau, puis on dit venez. Twitter, ça a déjà été le fun. Plus ça va, plus on presse le citron. Twitter, ça a déjà été le fun. OK. Ouais, quelques points. OK. Puis tout ça, c'est vrai. Bon, d'où vont venir les revenus? Blue Sky a mis en ligne un modèle d'affaires, un plan d'affaires, pardon. Et là, c'est pas très clair. Ils veulent vendre des domaines, des choses comme ça. Ce qu'on sent, par exemple, c'est que de la manière dont ils ont structuré l'entreprise, le fait que tout soit en code source ouvert en particulier, rend l'entreprise vraiment pas intéressante pour les venture capitalistes. Ils ont fait une ronde de 15 millions de dollars. Avec le succès qu'ils ont connu, ils auraient dû faire 200 millions. Ils auraient pu faire 200 millions avec une valeur de croissance. Exactement. Donc, il faut aussi prendre ça en considération. Il y a certains de leurs investisseurs qui sont des privés. Donc, il y en a un, entre autres, qui s'appelle Joe Beda, qui a créé un truc qui s'appelle Kubernetes, qui est dans le monde du code source ouvert une référence, un très, très beau morceau de code. Et lui, sa philosophie, c'est clairement, je veux rendre les choses ouvertes pour qu'on construise les meilleures infrastructures. Donc, on a certains investisseurs. Gentil. Il y en a plusieurs là-dedans. Et je pense que de dire oui, ça va nécessairement suivre dans les traces des autres entreprises précédentes, c'est faire une erreur parce qu'il n'y a aucune des entreprises précédentes en réseau social qui a connu des gros succès qui avait mis son code en code source ouvert. C'est parce que c'est antithétique avec le désir de faire de l'argent. Mais il reste quand même un risque. OK? Le risque, c'est ce qu'on appelle que cette valeur-là soit capturée. C'est-à-dire qu'un investisseur externe décide de rentrer, de tasser tout ce beau monde-là, de s'installer avec des valeurs radicalement différentes, puis de dire, nous, on ferme tout ça. Okay? Donc, genre Elon Musk. Parce qu'il y a eu une rumeur sur Blue Sky qui disait, attention, si Blue Sky menace plus concrètement Twitter, quelqu'un comme Elon Musk pourrait racheter Blue Sky pour le faire disparaître. Bon, je vais pas commenter la rumeur. Ça circulait. Mais ce risque-là existe. En anglais, on dit... donc, comment on s'en prémunit? En anglais, on appelle ça capture protection. Et là... Bon, je peux pas vous en dire plus encore. Parce que vous connaissez déjà. Oui, mais on est proche. Il y a des initiatives qui sont en train de se mettre en place pour faire de la capture protection autour de Blue Sky. C'est-à-dire que tout est ouvert, mais en ce moment, la grande majorité des serveurs est encore contrôlée par Blue Sky. Comment on change ça? Donc, il y a des investisseurs qui disent, OK, c'est parfait, nous, on veut investir, mais pas dans l'entreprise Blue Sky. On va investir dans des entités différentes qui vont venir créer d'autres serveurs sur la même infrastructure pour s'assurer. C'est une excellente idée. C'est comme ça qu'on va s'assurer que... Est-ce que vous le dites parce que vous les connaissez, ces gens-là, ou c'est vraiment une bonne idée? Non, parce que c'est en diversifiant. Si on a plusieurs réseaux sociaux qui sont construits sur la même architecture, sur la même base, là, si Blue Sky décide de merder, on va avoir des alternatives. Intéressant. Mais ça reste encore nébuleux à savoir comment il va y avoir des revenus dans tout ça. Non, mais on pourrait voir, par exemple, juste un abonnement. Mieux fait que celui que Twitter avait, parce que c'est clair que... Bon. Mais ça, je pense, ça serait une alternative intéressante. Philippe? Oui. Je pense que la meilleure comparaison, c'est le modèle d'affaires d'un Wikipédia. Okay? Personne ne pose la question d'où vient l'argent de Wikipédia, d'où vient l'argent. Pourquoi? Parce que ça coûte pas si cher que ça à opérer.
Ben, ça coûte quand même cher, mais ça coûte pas si cher que ça pour la valeur que ça produit pour tellement de gens. J'ai déjà donné plusieurs fois, moi. Plein de gens vont donner à Wikipédia. On trouve la valeur, puis ils n'ont pas besoin de récolter tant que ça parce qu'ils ne cherchent pas à faire des bénéfices puis il n'y a pas de pub. Il n'y a pas de pub. Ben, il y a la pub de « Donnez-moi de l'argent, s'il vous plaît ». Oui, non, je dis, il n'y a pas de pub sur Wikipédia. C'est la fondation Wikimedia. C'est ça. Donc, à mon avis, on va voir des choses émerger qui vont être similaires. Je veux dire, ça coûte moins cher rouler Blue Sky que rouler une bibliothèque publique à Montréal. Donc, on peut probablement trouver cet argent-là. Cette semaine, j'ai participé à une réunion de la Nouvelle Place. Le truc de Steve Proulx, que vous avez certainement entendu parler, Philippe Baudouin. Vous n'étiez pas là. Je peux t'inviter. Non, mais vous n'avez entendu parler. Bien sûr. Bon, on peut pas dire grand-chose parce que c'est encore embryonnaire, mais ça fait plus d'1 an qu'il travaille là-dessus. Familialement parlant, j'ai pas pu arriver à 6h30. La réunion était en pleine semaine à 6h30. Clairement, il y a des gens qui n'ont pas d'enfants là-dedans pour passer à une heure de même. Mais bon, c'est pour ça que j'étais pas là. Non, mais il voulait rejoindre tout le monde, puis les gens travaillent, tout ça. Bon, le CA a été constitué, tout ça. J'ai pas de scoop à vous donner. J'ai assisté à une partie de la réunion, mais on sentait les gens émus de participer à la création d'un réseau social. C'est encore flou, le concept. Bon, avez-vous l'impression qu'il y a de la place pour des réseaux sociaux plus locaux comme ça qui pourraient exister, ou la dématérialisation fait en sorte que si t'es pas directement dans la piscine des grands, il n'y a pas de salut? Quelque chose que je remarque à propos de Blue Sky, puis peut-être en général à propos de l'entrepreneurship technologique au Canada, c'est que Blue Sky, c'est essentiellement des gens techniques qui ont développé ça. Donc, des gens techniques avec des valeurs sociales. Tandis que quand je regarde une Nouvelle Place, on a personne de technique dans l'équipe derrière ça. Puis on a comme une considération pour la technique qui on la balaye en dessous du tapis, on va donner ça à une équipe et quelqu'un qui va nous le faire. C'est très, très compliqué. Alors que c'est ça, c'est un peu le nœud important, la technique en premier lieu, peut-être? C'est ça que je pense que une des raisons. Comme vous aurait été parfait. Une des raisons pour lesquelles on n'a pas. Je veux pas dire ça, j'en ai par-dessus les oreilles à faire. Mais je pense qu'une des raisons pour lesquelles on n'avait pas vu émerger un réseau social de la nature de Blue Sky. On avait vu Mastodon en particulier, ou Nostr, qui en est un autre. Mais. Je savais même pas. Ouais, donc c'est brésilien. OK. Donc, c'est les trois que je connais qui ont un peu la même nature, mais en général, ce sont des gens techniques qui vont construire ça parce que on n'a pas la technologie requise pour faire ça. Il n'y a pas le WordPress des réseaux sociaux encore. On a la plateforme plug and play. Là, exactement. C'est très difficile à faire, puis de balayer ça du revers de la main en disant c'est une question qu'on va adresser plus tard. Je pense que c'est une erreur. Oui, parce que pour la Nouvelle Place, on sent que c'est avant tout un désir d'un nouvel espace démocratique, loin des Mark Zuckerberg et Elon Musk de ce monde. Quand vous dites, Fred, qu'à la Nouvelle Place, ils ont dit, la technique, il y a quelqu'un qui va s'occuper de ça. Non, c'est pas ça que je dis, là. C'est moi qui ai dit ça. Excusez. Oui. Mais moi, ça m'inquiète un petit peu parce que je suis assez d'accord avec Philippe, c'est que la technique, c'est politique, en fait. Les choix techniques qui sont faits, c'est quand je parlais tantôt de médias sociaux communautaires, médias sociaux communautaires, on organise une place publique. Faut penser, faut avoir des équivalents dans l'espace réel. Une assemblée syndicale, une assemblée étudiante, il y a des règles de procédure. C'est de la technique. C'est de la technique. La proposition est amenée par un tel, est appuyée par l'autre. Tu peux faire un amendement. Après ça, il y a une demande de vote. Mais ça existe. Ça, c'est de l'architecture. La Nouvelle Place. Là. Mais sur le plan il y a beaucoup de considérations techniques qui ont des effets politiques, des effets sociaux qui doivent être considérés selon moi, mais c'est difficile de faire cette jonction-là entre les deux. Le parallèle est bon parce que les modèles de gouvernance qu'on est habitué d'avoir quand on fait des organisations comme ça, c'est un petit peu ça qu'on va encoder dans les règles puis dans les protocoles qui existent derrière un réseau social. Et à mon avis, c'est là qu'on a besoin d'innovation. Donc, une question qu'on pourrait poser pour un réseau social comme Nouvelle Place ou d'autres qui voudraient se constituer, c'est sur quoi allez-vous vous constituer? Allez-vous faire comme les vieux modèles, puis je vais faire un petit réseau isolé où est-ce que si les gens sont pas dessus, ils peuvent rien voir, ou on va essayer d'embarquer dans le bateau du réseau social décentralisé. On va s'installer sur la plateforme puis le protocole de Blue Sky. Ça veut dire qu'on va pouvoir avoir des intrants qui vont venir d'ailleurs que notre réseau. Donc, c'est le genre de questions qu'il faut se poser, mais ce sont des questions qui
tu peux pas te poser ces questions-là si tu n'as pas une compréhension technique de c'est quoi un protocole, comment ça fonctionne, un protocole décentralisé, tout ça. Et là, à mon avis, c'est là que si quelqu'un veut se constituer un nouveau réseau social aujourd'hui, je me dirais, il faut aller chercher une certaine expertise pour répondre à cette question-là. Il faut vous appeler, en fait. Je pourrais te mettre en contact. Au pire, vous lui suggérerez d'autres noms. Exact, mais comme je vous dis, je suis pas dans le sein des saints. Là. Moi, ça m'intéresse. Je fais partie de j'ai une part dans la coop. Là. Mais j'ai pas les détails. Puis je sais qu'il y a des gens là-bas qui étaient des anciens du devoir, entre autres, qui ont travaillé comme administrateurs, des journalistes qui sont dans le numérique, qui ont déjà 600 heures de mise dans l'élaboration de nouvelles places. Fait qu'ils ont réfléchi sûrement, je sais pas, à tout ça, mais dans la réunion de cette semaine, en tout cas, c'était pas clair. Là, est-ce que la montée de Blue Sky, ils ont fait comme on arrive juste un petit peu trop tard parce que là, il y a des journalistes qui ont commencé à migrer sur Blue Sky. C'était un peu un moment de bascule, peut-être. Oui, tout à fait. Puis la structure de Blue Sky, les listes, tout ça, il y a moyen de rejoindre des gens de ta communauté géographique, en tout cas. Mais moi, ce que je trouve vraiment positif avec Nouvelle Place, c'est la dynamique d'un paquet de journalistes, de créateurs de contenu de qualité qui se mettent ensemble et qui disent, nous, on se retrouve pas sur les espaces qui existent. Je pense qu'ils sont allés un peu trop loin en disant, on veut faire un nouveau réseau social. Oui, je pense que Steve Proulx dirait plus ça aujourd'hui. Je pense qu'ils sont même pas là, sont en train de réfléchir. Je vous avoue que c'est pas clair. OK. Mais il y a un désir vraiment de faire quelque chose de québécois. Bon. Fait que là, si on se pose la question, est-ce qu'on peut prendre des trucs existants comme un Blue Sky pour faire vivre cette communauté-là puis ce désir-là qu'on a de faire surnager le contenu de qualité, de créer du contenu de qualité qui trouve sa place, qui trouve ses auditeurs. Là, je trouve que c'est une excellente question, c'est une excellente dynamique. Et là, comment on s'installe, comment on profite de la montée d'un truc comme Blue Sky pour faire ça? Faudrait bien que je vous mette en contact. Je lui ai déjà parlé. Ah bon, OK, fait que c'est fait. Si vous n'êtes pas là, ça vous regarde, là, c'est correct. Si vous êtes déjà parlé, c'est ça que je veux savoir. Écoutez, je vais en entendre Philippe de Grosbois sur les chambres d'écho, mais vous restez avec nous, Philippe Baudouin. Merci, c'était vraiment éclairant tout ça. Je pense que ça nous permet de mieux comprendre, en partie, cette jungle des réseaux sociaux, entre autres. On sait maintenant qu'on est à 2 degrés de séparation de Elon Musk. À 1 degré. Mais nous... Ah oui, voilà. Philippe, on est rendu à 2 degrés. Puis avec Mark Zuckerberg. Ça peut... C'est direct, là? Non, pas direct. Mais 2. C'est tout juste. On dit qu'on est Ouais. Bon, les chambres d'écho. Oui, qu'est-ce qui se passe avec ça? J'avais envie de revenir... Ça m'inquiète beaucoup, Philippe. Je voulais revenir sur ce terme-là parce que, justement, avec l'exode de X suite à l'élection, la nouvelle élection de Trump et puis l'ascension de Blue Sky. Vous dites pas M. Trump? De Trump, là. Les gens disent, non, mais Donald, moi, je fais une différence. Les gens qui disent M. Trump, je me méfie. C'est Trump. Non, c'est Trump. Il mérite pas le monsieur. Tu l'appelais Donald. Les néo-fascistes en chef. Mais donc, c'est ça. Avec l'exode de X, l'ascension de Blue Sky, c'est un terme qui est revenu, qui est remonté un peu dans la discussion publique. On a dit, est-ce que les anti-Trump ou les anti-Musk sont en train de se réfugier dans leur chambre d'écho? Fait que j'avais envie de revenir sur ce terme-là parce que, selon moi, je trouve que c'est un des termes qui, à force d'être surutilisé, finit par devenir comme une sorte de lieu commun qui embrouille davantage la réflexion plutôt que de l'éclaircir. Donc, ça n'éclaire pas nécessairement le débat public. Moi, je vous propose une réflexion en 3 temps. Qu'est-ce qu'on entend, dans le fond, par chambre d'écho? Ce qui, en soi, est un certain défi de définir cette chose-là. Est-ce que ça existe? Et si oui, quelle forme est-ce que ça prend? Et surtout, pourquoi ce concept-là est aussi populaire? Pourquoi est-ce que c'est devenu une sorte de buzzword, les chambres d'écho? Fait que, premièrement, qu'est-ce qu'on entend par chambre d'écho? Et j'irais même, Philippe de Grosbois, qu'il y a presque une panique morale. Peut-être pas morale, mais quand on en parle, c'est vraiment un problème. Oui. C'est un terme qui est comme au cœur. Ça nous inquiète. C'est un terme qui, pour moi, est devenu comme un des piliers de la critique mainstream des GAFAM. C'est-à-dire les GAFAM, les médias sociaux commerciaux, enferment les gens dans des chambres d'écho. Mais je pense que c'est devenu aussi un cheval de bataille pour l'autre camp, c'est-à-dire ceux qui disent liberté d'expression, vous allez vous enfermer dans votre chambre d'écho de Restez gauche. avec nous pour que je puisse continuer à vous insulter. On va y arriver, ne vous inquiétez pas, je m'en allais là éventuellement. Donc, qu'est-ce qu'on entend par chambre d'écho? En soi, ça serait matière de discussion. On préfère des distinctions avec les bulles filtrantes aussi. Mais en
gros, une chambre d'écho, c'est dire c'est un espace d'information dans lequel on reçoit seulement des choses qui vont dans le sens de nos convictions. Puis même, on peut aller un petit peu plus loin que des points de vue adverses, on cultive comme une sorte de méfiance par rapport à des points de vue qui seraient contradictoires par rapport à ça. J'ai fait quelques recherches pour trouver l'origine du terme. Vous avez un beau t-shirt. Oui, faites vos recherches. Super important. Moi, je pense qu'il faut réclamer cette formule-là. Il faut se la réapproprier. Oui, faire ses recherches, c'est important. J'ai une nouvelle balado qui s'en vient, là. Qui s'appelle Faites vos recherches. On a fait nos recherches. Oh. Sur la mobilisation des savoirs universitaires. Bon, ben voilà. Un petit clin d'œil aux complotistes qui nous écoutent. C'est important de faire ça. Je le montre à mes étudiants aussi. Faites vos recherches. Oui. Même pas sur ChatGPT. Non, va falloir faire un épisode là-dessus à un moment donné. C'est une catastrophe. Mais bon. Vous voyez pas ma chronique ici, mais elle est sur ChatGPT. Ouais, c'est ça, c'est un autre sujet. Je vais perdre des moyens. Donc, j'ai voulu faire l'historique un peu de voir d'où ça vient, ce terme-là de chambre d'écho. Ça remonte quand même à je pense, avant Internet, mais la première fois que ça a été associé à l'espace numérique, selon ce que j'ai trouvé, c'est en 2001, dans un livre qui s'appelle Republic.com, donc republic.com, je pense que c'est un politologue qui s'appelle Cass Sunstein. Okay. Et en fait, moi, c'est ce qui m'a frappé quand j'allais chercher ça, c'est qu'il y a essentiellement la même critique que celle qu'on a aujourd'hui, mais avant les médias sociaux. Wow. Il disait, donc, le numérique, Internet, fait que chacun cherche un peu ce qu'il veut, chacun développe sa communauté, et donc, finalement, l'espace public se retrouve fracturé et on sera plus capable de se parler. En 2001? En 2001. Wow. Donc, moi, je trouve que le fait que ça fait presque 25 ans, dans le fond, qu'il y a une dénonciation des chambres d'écho, il me semble qu'il y a un petit red flag là, ici qui devrait s'allumer. On a un premier indice que la popularité de ce terme-là en dit peut-être davantage sur les craintes des gens qui utilisent le terme de chambre d'écho que sur le phénomène lui-même. Ouais. Mais bon, jetons un œil sur la recherche, sur la question, parce que ça aussi, c'est quelque chose, c'est qu'on utilise ce terme, l'aisance avec laquelle on utilise le terme de chambre d'écho aujourd'hui donne à penser que c'est une évidence, que les chambres d'écho, ça existe. Oui. Alors que la recherche, il n'y a vraiment pas de consensus à ce sujet-là. Il est possible que des chambres d'écho existent. C'est pas de dire que c'est certain que ça n'existe pas. Ça peut exister, mais même si ça existe, ça n'existe pas à la hauteur de l'aisance avec laquelle on utilise le terme. J'invite les auditeurs et les auditrices à aller voir un texte de Jean-François Clich, qui est journaliste scientifique. Oui, mais aussi à Québec Science. Il avait fait une chronique à Québec Science en janvier 2023 qui s'appelle « Avons-nous tout faux sur les bulles Facebook ?» et il parle justement de quelques recherches. J'en cite un petit bout parce que c'est quand même intéressant. Il dit, parce qu'en plus, c'est journaliste scientifique, donc lui, les recherches, il est là-dedans. Il dit « Les dernières années ont pourtant vu se multiplier les résultats scientifiques qui remettent en question la thèse des chambres d'écho. Ainsi, il semble que les gens qui vivent dans des chambres d'écho sont très peu nombreux, à peine un faible pourcentage selon une étude menée aux États-Unis et dans 6 pays d'Europe parue en 2021. Les autres consultent des sources de nouvelles suffisamment variées ou neutres pour lire ou entendre régulièrement des opinions contraires. Et il rajoute plus loin, non seulement la plupart des gens sont exposés à toutes sortes de vues, mais ils s'engagent aussi sciemment dans des échanges avec des personnes aux convictions opposées. Bon, ça, là, je termine la citation. Je rajouterais même qu'il y a des recherches aussi qui montrent que pour beaucoup de gens, les médias sociaux donnent accès à davantage de diversité que ce qu'ils auraient dans les médias habituellement. Dans un abonnement journaux papier. Oui, c'est ça. Donc, encore là, c'est pas de dire que les chambres d'écho n'existent pas, mais quand il y en a, puis là, je vais vraiment mettre mon chapeau de sociologue, il faudrait voir est-ce que les chambres d'écho ne seraient pas plutôt sociales ou psychosociales davantage que technologiques. Prenons l'exemple d'une chambre d'écho là, franchement malsaine qui amène, par exemple, quelqu'un à aller dans une pizzeria de Washington avec une arme à feu pour aller dans le sous-sol pour sauver les enfants. Bon, on connaît QAnon, on en avait parlé de Q comme complot. Bon, de quelle chambre d'écho est-ce qu'on parle dans le fond? On parle d'un processus de radicalisation. Le phénomène de la radicalisation, ça existe. Ça peut être accentué par les médias sociaux, la radicalisation, mais des processus de radicalisation, ça existe avant les médias sociaux. Des milices d'extrême droite, ça existait avant Internet. Je fais une petite recommandation aussi de documentaire qui est sur le site de Télé-Québec, La Bombe. C'est un documentaire de 2018 où on suit Maxime Fizet, qui est un ancien néo-nazi québécois qui a vraiment qui s'est repenti puis qui même fait du travail maintenant à l'inverse.
Et il raconte dans ce documentaire-là que lui, dans les années 2000, il avait participé à la fondation de la Fédération des Québécois de souche. Et eux, ils travaillaient avec des forums. On n'était pas à l'époque des médias sociaux. C'était pas encore très courant, les médias sociaux. Mais c'était sur les forums, finalement, qui radicalisaient les gens, qui les amenaient de plus en plus à droite. En plus de ça, il y a toutes des chambres d'écho qu'on pourrait dire plus normales ou plus banales, c'est-à-dire des médias qui ont une ligne, non seulement une ligne éditoriale, mais même dans certains cas, une ligne idéologique qui est quand même assez ferme. On n'en nommera pas. Qui pourrait... Ben, moi, je voulais en nommer, en fait. Mais pas au Québec. The Economist... Non, mais c'est parce que je suis pas sûr qu'au Québec, il y en a qui sont vraiment aussi accrochés de façon très ferme idéologiquement, mais si on pense à The Economist, le Wall Street Journal... C'est du gospel, là. Ces journaux-là, c'est essentiellement du gospel. Mais même... Qu'est-ce que c'est du gospel? Ben, c'est-à-dire que c'est de répéter les vertus du marché puis les périls de l'intervention étatique tout le temps. Bon, puis si on voulait des exemples québécois, on pourrait dire aussi il y a des effets de meute qu'on pourrait comparer à certaines chambres d'écho. Par exemple, quand un député de Québec solidaire se fait comme ramasser de façon intégrale par les politiciens et les journalistes. Ben voilà. Et les chroniqueurs. Mais pour moi, ce genre d'agrégation-là, de se retrouver autour de certaines idées, pour moi, il n'y a rien d'exceptionnel. C'est pas nécessairement anormal non plus. On a une origine sociale, on a une éducation, on a des valeurs qu'on intériorise, on a une classe sociale, on développe un réseau social, des gens qui sont autour de nous, avec qui on développe certaines affinités. Il existe en sociologie un phénomène qu'on appelle l'homophilie, qui pourrait se résumer par qui se ressemble, s'assemble. On a tendance à se rapprocher de gens qui ont des caractéristiques semblables aux nôtres. Donc, face à des constats comme ceux-là, pour moi, la question qui reste... Et à l'opposé, il y a le beau-frère. Cette personne imposée qui ne partage pas nos opinions. Avec qui on cultive peut-être une certaine méfiance. Mais on n'a pas le choix dans le temps des fêtes de l'avoir. De composer. Donc, les chambres, c'est ça. On salue toutes les personnes qui anticipent déjà ce moment. Philippe Baudouin. Rapidement, une petite intervention là-dessus, c'est qui se ressemble, s'assemble, c'est effectivement vrai, mais je pense que les gens ont aussi un certain désir de diversité, un espace de diversité. Et ça, c'est peut-être là où le bas blesse avec les... Parce que, bon, si on parlait d'algorithmes tout à l'heure, avec les algorithmes, c'est que ils intègrent très, très peu ce désir-là que les gens ont. Parce que c'est pas... Quand on cherche la diversité, souvent, c'est pas quelque chose qui va nous accrocher. Hein. On est en train d'explorer dans un espace. Tout à fait. Mais les gens le cherchent quand même. En fait, c'est pas précis ce qu'on cherche, mais on cherche la diversité. On cherche quelque chose qu'on connaît pas encore. On va à la pêche. Exact. Puis des fois, ça va nous choquer, les idées auxquelles on va être exposé, mais on est dans un moment ou dans un espace où est-ce qu'on se sent apte à le faire. Tout à fait. Donc, ça... Et ça, c'est peut-être une faiblesse des réseaux sociaux. En tout cas, je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui utilisent, en tout cas, qui ont ce souhait-là dans l'utilisation des médias sociaux, d'aller chercher justement une plus grande diversité. Ou les plateformes en général, même des trucs comme Spotify, je pense qu'un des attraits de Spotify, c'est une très grande diversité musicale. Après ça, les recommandations qui vont être faites, là, ça se peut que l'algorithme essaie de trouver c'est quoi le truc qui nous garde, puis que là, finalement, l'horizon se rétrécit de plus en plus après ça. Mais je m'adresse aux sociologues, là, justement. Est-ce que, moi, mon intuition, c'est qu'on a les deux facettes en nous, mais pas nécessairement en même temps puis tout le temps. Tu sais, des fois, j'ai le goût d'être dans mes pantoufles, d'être confortable, puis des fois, bon, ben, OK, challenge-moi, donne-moi des choses. Tu sais, puis ça dépend de mon énergie, puis de... Ben, puis je pense que ça dépend des sujets aussi sur lesquels on a envie peut-être d'aller voir des nouvelles choses. Il y a des sujets sur lesquels on est peut-être plus dans un mode de curiosité, alors que pour d'autres, on a peut-être certaines valeurs, certaines convictions. On veut faire avancer certaines idées, puis à ce moment-là, peut-être qu'on est plus concentré sur un certain type d'argument où on a un point de vue qui est peut-être plus campé. Mais si je reviens à la question de la chambre d'écho, dans le fond, c'est ça, moi, la question, c'est pourquoi cette expression-là est-elle si populaire, alors que finalement, on est loin d'être certain qu'elle existe. Alors, qu'est-ce que ça vient toucher comme corde sensible, cette expression-là de chambre d'écho? Donc, j'amène quelques pistes d'explication. Premièrement, si on regarde du côté des médias d'information en particulier, je pense que de renvoyer aux chambres d'écho, ça trahit une sorte de nostalgie d'une époque où des médias généralistes avaient quasiment un monopole sur la diffusion de l'information. L'idée qu'en regardant
le bulletin de nouvelles de Radio-Canada ou de TVA ou en lisant la presse le samedi qu'on aurait un regard vraiment global, un regard d'ensemble sur la société. Évidemment, ce point de vue-là et ce regard-là sur une certaine époque, c'est en grande partie un mythe. Les médias d'information ont depuis longtemps des biais assez favorables au marché, au libéralisme économique, vont accorder davantage de crédibilité aux institutions plutôt qu'au mouvement populaire, davantage aux personnes avec du pouvoir plutôt qu'aux personnes marginalisées. Tout ça, c'est des choses qui sont... Il y a de la recherche, c'est documenté. Et l'arrivée d'Internet, du numérique, des médias sociaux a justement donné l'occasion à beaucoup de gens d'avoir accès à d'autres voix, à d'autres perspectives. Ça a en quelque sorte décentré la place des médias qui s'estimaient au-dessus de la mêlée, qui prétendaient offrir ce point de vue global-là. Et là, on est rendu à une époque où est-ce que les médias d'information, c'est devenu un point de vue parmi d'autres. Tout à fait. Et moi, j'ai l'impression que ça a été vécu, puis je le dis sans malice. Sans dénigrement, c'est ça. Je pense que ça a été vécu comme une sorte de blessure narcissique par les médias. La crainte, finalement, des chambres d'écho, c'est en quelque sorte la crainte de voir des publics qui leur glissent entre les doigts, qui vont ailleurs. On parlait tantôt par rapport au point de vue de droite. Je fais une petite parenthèse. Je pense qu'on pourrait faire un parallèle entre la critique des chambres d'écho et la critique des safe space. Avez-vous remarqué comment c'est à peu près les mêmes arguments? C'est de dire, c'est des gens qui ne veulent plus entendre le point de vue des autres. Ils ont peur d'être fragilisés par le fait d'entendre. Et dans les deux cas, puis on revient, c'est ça ce qu'on amenait tantôt, c'est que la solution qui est proposée par rapport aux chambres d'écho, par rapport au safe space, ça nous amène souvent à devoir subir des points de vue qu'on vit avec une certaine violence. Des points de vue qui nous font violence, mais on serait supposé, pour passer outre notre chambre d'écho, passer outre le safe space, on serait supposé se faire violence en entendant des trucs racistes, en entendant des trucs homophobes, le mot en haine, etc. Philippe Baudouin? Oui, je suis très d'accord avec cette analyse-là, puis j'ai aussi l'impression que ça justifie de donner le pouvoir de distribution du contenu puis de l'information à certaines personnes. Donc, c'est-à-dire? Cette idée-là que les médias l'ont vécu comme une blessure narcissique, c'est un peu de dire, moi, quand j'étais en charge, je pouvais créer la diète d'information des auditeurs, des personnes qui regardent, qui consomment les médias. Et là, dans cette diète-là, je pouvais m'assurer d'avoir une certaine diversité. Cette diversité-là est impossible à atteindre sans avoir une personne ou un groupe ou quelqu'un avec du pouvoir qui va le faire. Là où moi, je m'inscris en faux, c'est de dire, non, on peut développer des algorithmes qui vont aussi chercher à créer de la diversité dans notre diète. On n'a pas besoin nécessairement de donner le pouvoir à quelqu'un puis dire, voici, vous êtes en charge de ça. Je dirais, moi, pendant longtemps, Twitter, puis aujourd'hui, Blue Sky, on n'a même pas toujours besoin des algorithmes. Moi, je me fais des listes. J'ai le fil général, j'ai le fil de tout ce qui arrive de façon chronologique. J'ai des listes sur les comptes québécois, les comptes qui parlent de techno, les comptes qui parlent de sociaux, puis je vais voir un peu là-dedans. Philippe, vous avez l'air sceptique. Oui, c'était une critique des algorithmes. Revenons au bon vieux fil chronologique. Le problème du fil chronologique, c'est qu'il peut être exploité trop facilement. C'est-à-dire que quelqu'un qui va publier beaucoup va prendre les devants dessus. Puis souvent, quand on pense aux algorithmes, on pense aux gros méchants algorithmes. Mais juste pour donner un exemple qui est arrivé sur Blue Sky, où on peut par ailleurs se créer ses propres algorithmes si on est un peu programmeur. C'est une autre facette dont on n'a pas parlé, on pourrait en parler longtemps. Une personne à devenir amie. Donc, on peut se créer ses propres algorithmes. Il y en a qui en ont fait un que je trouve particulièrement intéressant, qui fait surnager ceux qui publient pas beaucoup dans nos listes d'amis, qui les mettent sur les devants. Donc là, on se ramasse dans une situation parce que j'aime beaucoup cette personne-là, mais elle écrit pas beaucoup. Quand elle écrit, c'est intéressant, mais je le rate parce que dans mon fil chronologique, ça disparaît. Là, l'algorithme vient nous aider à faire surnager cette voie-là. Donc, les algorithmes, je pense qu'on leur a fait très mauvaise presse, mais en même temps, ils sont nécessaires. Si on se les imagine plutôt comme une espèce d'assistance technologique pour venir nous aider à formater notre environnement informationnel, là, ça devient, si on les reprend en main, qu'on donne le pouvoir sur les algorithmes à des groupes populaires. On définit bien c'est quoi les objectifs. Exact. Il faut que ceux qui soient en charge de les créer ne soient pas un petit nombre de grandes entreprises avec beaucoup de pouvoir. Il faut seize the means of algorithm. The means of tree, le triage. Deuxième raison pour laquelle, selon moi, les chambres d'écho, ce terme-là a pris autant de pouvoir, puis ça va un petit peu en lien avec ce que je viens de dire sur les safe space et tout ça, c'est que je pense que derrière ça, il y a une vision peut-être un peu
angélique ou un peu naïve, libérale sur comment les opinions politiques, comment les débats publics prennent forme. C'est un peu derrière la dénonciation des chambres d'écho, c'est un peu l'utopie qu'on appelle des fois du libre marché des idées. Hein. Dès que, comme citoyen, comme citoyenne, j'arrive le soir de travailler, je m'assois devant le téléjournal, puis là, je suis une page blanche. Tu sais, je ne connais rien, je ne sais rien, je n'ai aucun avis, aucune opinion, mais on va m'amener de l'information. En nous prenant par la main. Oui, je vais peser les pour et les contre, puis je vais prendre une décision. Là, on est rendu dans l'absurde avec cette idée-là, parce qu'on est en train de dire que si on ne veut pas se faire comme harceler par des trolls fascistes, ben c'est qu'on refuse le libre marché des idées. Alors qu'en réalité, c'est pas comme ça qu'on forme nos idées. Comment par exemple, le débat public sur l'inflation va prendre forme? C'est en grande partie quand on regarde notre facture d'épicerie. C'est dans le concret, c'est dans nos conditions matérielles d'existence aussi, c'est dans la réalité qu'on voit dans notre environnement, dans notre voisinage, dans le monde du travail. C'est comme ça aussi que les opinions prennent forme. Mais encore là, c'est qu'on a cette espèce de vision-là que le débat public se passe comme dans les médias comme tel. Oui, c'est ça. À l'extérieur de la vie de tous les jours. Nous, on est comme complètement détaché de ça. On n'a pas des intérêts, on n'a pas une position sociale qui ferait qu'on serait peut-être davantage porté à être de tel ou tel côté sur, je sais pas moi, la gratuité du transport en commun ou quoi que ce soit. Dernière raison, c'est que je pense le terme chambre d'écho, un des aspects je pense qui est vraiment pratique pour toute une partie du commentariat, c'est qu'il permet de dépolitiser les enjeux. La chambre d'écho, ça devient juste un problème qui est technologique. C'est les médias sociaux, c'est les algorithmes, à la limite le modèle économique ou encore psychologique. On a des biais de confirmation, puis bon. Mais on n'a pas à se poser la question à savoir pourquoi certaines idéologies politiques spécifiques sont en ascension en ce moment. Ça demanderait une réflexion comme plus profonde sur où nos sociétés sont en ce moment. Pour moi, chambre d'écho, dans ce sens-là, ça fait partie comme d'une sorte de répertoire conceptuel de termes comme, mettons, polarisation, populisme, montée des extrêmes. Donc ça, c'est des termes qui font sérieux, hein, qui montrent que on est un citoyen préoccupé quand même par le destin de nos sociétés. On est des gens raisonnables, mais qui en même temps nous dispensent d'aller à la source des problèmes, qui nous dispensent de poser véritablement la question. Et peut-être, bon, pour conclure tranquillement, je suis frappé dans tout ça à quel point on fait abstraction des inégalités socio-économiques. En particulier, là, je viens de nommer le mot polarisation. On parle souvent de la polarisation dans la société, mais c'est extrêmement rare qu'on l'amène sur le plan des inégalités qui atteignent en ce moment des niveaux absolument stratosphériques. On est vraiment à l'ère des barons voleurs fin 19e, début 20e siècle. Des niveaux d'inégalité. Il y a 14 milliardaires dans le cabinet de Donald Trump. Et ces gens-là sont supposés se battre pour la population, contre les élites. Les élites. Fait que, tu sais, s'il y a des chambres d'écho dans nos sociétés, si je devais, sous la torture, reconnaître la validité de ce concept-là, ben, ça serait d'abord des chambres d'écho socio-économiques. Dans une société qui est de plus en plus stratifiée, quand la mobilité sociale diminue, quand c'est plus difficile de passer d'un milieu socio-économique à un autre, nos environnements deviennent de plus en plus homogènes. On côtoie de moins en moins des gens qui ont des réalités différentes, donc on a moins d'occasion aussi d'interagir avec eux, de prendre conscience aussi de leur réalité. Juste prendre un exemple même de cette semaine, la fameuse histoire du président de la United Health, la compagnie d'assurance qui s'est fait assassiner. Le clivage hallucinant qu'il y a entre les médias sociaux où les gens, non seulement certains, des médecins ont dit « Je suis désolé, mais je ressens pas beaucoup de compassion pour sa mort quand je pense à toutes les années de vie qu'il a supprimées à des milliers et des milliers de gens en refusant. » Et le clivage entre ça, ce qui est dit sur les médias sociaux, puis parfois de la rage que la population américaine a par rapport à l'état de leur système de santé versus le discours dans les médias d'information où on est comme complètement... en fait, on n'a pas du tout conscience il y a quelqu'un qui a franchi la loi, qui a tué quelqu'un d'autre. Il y a à peu près pas de réflexion sur où en est l'état du système de santé. Donc, parlons de chambre d'écho. Ben, là, on a une chambre d'écho dans ces médias-là sur la question du système de santé qui
qui est une plaie ouverte. Tout à fait. Puis ça s'en vient ici, là, on n'a pas le même système de santé qu'aux États-Unis, mais les tendances, on va s'en approcher dans les prochaines décennies. Là. Mais la beauté, encore une fois, du concept de chambre d'écho, c'est qu'il permet d'esquiver toute cette réflexion-là en suggérant que les clivages qui existent en ce moment au sein de la société sont du domaine du symbolique. C'est dans les discussions en ligne et donc que la solution aussi va venir du domaine du symbolique, c'est-à-dire le dialogue. Il faut changer nos façons de communiquer entre nous. Donc, le problème est symbolique, la solution est symbolique, plutôt que de regarder sur le plan des conditions matérielles d'existence des gens. Et là, on interroge les dynamiques du capitalisme contemporain. Mais pourquoi se compliquer la vie à nommer le fameux mot en C quand on peut simplement blâmer les chambres d'écho? Voilà. Belle réflexion, Philippe de Grosbois. En fait, je me rends compte que tout ça, c'est rendu dans le nuagique, c'est-à-dire qu'on oublie le terre-à-terre des conditions matérielles des gens et on ne fait que réfléchir à un dialogue qui est finalement abstrait. On rejoint un peu ce qu'on avait parlé la dernière fois avec la campagne électorale américaine. Tu sais, on est toujours dans des considérations sur le décorum, sur la forme que les débats prennent et non pas sur les réalités tangibles que les gens vivent. Tout à fait. Philippe? Est-ce qu'une des raisons pour lesquelles on a la difficulté à parler de ces réalités-là, parce que, tu sais, ici, on va tous s'entendre qu'il faudrait avoir un regard beaucoup plus critique sur le capitalisme, mais en général, c'est difficile de trouver des espaces où est-ce que les opposants à cette idée-là et ceux qui en font la promotion peuvent avoir une conversation qui nous permette de faire évoluer notre pensée collective sur cette question-là. Parce que de dire, OK, on élude la question, mais une des raisons pour lesquelles on l'élude, c'est pas nécessairement le concept des chambres à écho, mais il existe, à mon avis, quand même une notion où est-ce que les gens qui ont un désir de se retrouver, même si on est distant dans nos opinions, il y a des gens qui ont un désir de se retrouver, ont de la difficulté à trouver des espaces où elles peuvent le faire. Je pense que ça prend des espaces où est-ce qu'il est possible, comme on parlait tantôt, d'avoir accès à une variété de points de vue, une variété de sujets, de développer d'autres choses. Pour moi, ça, c'est quand même un peu différent de dire on va prendre des gens avec des points de vue radicalement opposés, on va les mettre soit en face à face pour un débat, combat de boxe très punché, ou encore on va essayer de les faire dialoguer pour trouver un terrain d'entente. Je suis pas certain que c'est la façon la plus fructueuse de faire avancer le débat public. Mais par contre, d'avoir une agora qui est quand même très, très vaste dans lequel quelqu'un arrive et dit, moi, j'ai quelque chose quand même, je vais prendre ça de façon oblique, puis j'amène quelque chose de complètement nouveau, puis que là, ça élargit un peu notre vision des choses. Ça, c'est clair qu'on en a besoin. Puis juste dans la manière dont vous vous exprimez, Philippe, il y a cette idée-là que des opinions opposées mènent à un combat de boxe. On est vraiment dans une dynamique où est-ce que c'est difficile de s'imaginer qu'on peut avoir une conversation cordiale entre des gens qui ont des opinions diamétralement opposées parce que on a, à mon avis encore de la faute des algorithmes, on a fait tellement la promotion du discours confrontant que dès qu'on a des opinions différentes, on a l'impression que la seule chose il faut en venir au coup très rapidement. Moi, le combat de boxe, je dirais, au-delà des algorithmes, c'est l'économie de l'attention. Parce que le combat de boxe, on peut l'avoir aussi dans des médias d'information traditionnels où on va mettre vraiment deux gens en face à face. Sophie Durocher avec l'organisateur du Salon du Livre de Montréal. Ou Martine Delvaux. C'est ça, des trucs qui cognent et tout ça. Là. Pour moi, c'est plus l'économie de l'attention. Puis là, encore une fois, là, c'est comment les algorithmes vont être calibrés de façon à nous donner des trucs de plus en plus sanglants. Est-ce que j'ai le temps de faire un petit shout-out à l'auditrice qui... On avait eu une demande spéciale que je fasse une chronique sur le traitement de l'islam dans les médias. Toute petite commande. Beau sujet de thèse de doctorat, vraiment. Non, mais sans blague, c'est un sujet vraiment important. C'était à l'époque de la polémique autour d'école Bedford. Je veux dire, c'est en continu. Hein? Là, c'est les prières. Bon, et les prochaines élections c'est ça, en fait, qui rend ça difficile, c'est que c'est tellement constant. Donc, c'est un sujet qui est vraiment important. Là, en ce moment, ça m'aurait demandé beaucoup de travail pour le traiter à sa juste mesure. Mais je retiens cette idée-là, puis sûrement que j'aurai l'occasion de l'amener à un moment donné. D'ici là, je fais quand même 2 suggestions à cette auditrice-là pour s'en mettre davantage sous la dent sur le traitement de l'islam dans les médias. Premièrement, un livre qui est un
peu vieux, mais que je trouve moi quand même super intéressant, Marie Spotvin, sur la crise des accommodements raisonnables. Marie Spotvin, elle avait été une des personnes qui était dans la commission Bouchard-Taylor. Elle était chargée de travailler sur le traitement médiatique de la crise des accommodements raisonnables. Et ça a donné un livre, Crise des accommodements raisonnables, une fiction médiatique, point d'interrogation. Et elle les passe un par un, tous les épisodes, comment ça a été traité. Puis ça date de peut-être 2007-2008, fait qu'on est vraiment pas longtemps après, 2009, pas longtemps après. Fait que c'est sûr, c'est pas actuel, mais quand même très intéressant. Il y a des choses qui doivent être encore pertinentes. Oui, quand même. Et deuxième suggestion, là, c'est pas le contexte québécois, mais que je trouve quand même qui est vraiment intéressant. On parlait de Bedford et tout ça. Une série de podcasts. J'avais déjà pensé faire une chronique là-dessus, finalement, le temps a passé, tout ça, mais qui s'appelle The Trojan Horse Affair. C'est des podcasts vous connaissez ça, Philippe? Oui. Ça a été fait par le New York Times. C'est 2 journalistes et c'est en Grande-Bretagne. Et c'est vraiment... c'est une longue enquête. C'est comme 6 ou 7 épisodes différents, mais c'est l'idée que dans des écoles, dans certains quartiers où il y avait une grande présence musulmane, les écoles avaient été un peu laissées à l'abandon, racisme systémique, etc. On finançait pas trop. Et finalement, il y a des gens de la communauté, des parents, qui ont comme un peu repris ça en main, qui ont repris le conseil d'école, qui ont rendu ça très, très dynamique. Et à un moment donné, sort un truc comme quoi il y aurait eu un document, une lettre qui a circulé. Puis vraiment, là, notre cher PSPP parlait d'entrisme, et c'est vraiment ça. Là. C'est dit, là, ils sont en train de préparer quelque chose. Ils veulent amener toute l'éducation islamique dans ces écoles-là. Donc, il va se monter un énorme feu de boucan là-dessus. Et eux, ils font une enquête parce qu'assez rapidement, on va voir que le document en question, c'était un faux. Mais il n'y a jamais eu vraiment d'enquête à savoir, mais d'où il est venu ce document-là. Et l'enquête du Trojan Horse Affair, c'est une longue enquête à savoir d'où vient cette lettre-là. C'est absolument passionnant. Puis là, ça fait un petit bout de temps que je l'ai écouté, là, mais je suis assez convaincu qu'avec ce qu'on a vu sur l'école Bedford ou Laval il n'y a pas longtemps, il y a vraiment des similitudes, je pense qu'on pourrait tracer. Cette semaine, il y a un document qui a circulé, un rapport, en fait, que dans le fond, il y a aussi beaucoup de grenouillage de petits comités syndicaux dans certaines écoles qui font du parasitage et que c'est pas juste il y a de l'entrisme syndical. Là, ça, j'ai pas vu ça. Non, mais c'est ça. Je me prononcerai pas là-dessus. Hey, merci. Je peux faire ma petite plug moi aussi. Oui, bien sûr. Non, je me le permets. Oui. Donc, si ça vous intrigue, là, toutes ces histoires-là de nouveaux algorithmes, d'algorithmes qui seraient transparents, qui donnent du pouvoir aux utilisateurs, en particulier si vous avez une entreprise puis que vous voulez adopter ce genre de choses-là pour vos clients. L'entreprise que moi je roule en ce moment, c'est Numeno.ai. Et puis on offre ça pour tout le monde. Est-ce que vous pourriez m'aider? Oui. À la balado? Écoutez, je peux aider probablement à Nouvelle Place. Oui! Mais c'est ça, donc on peut aider n'importe qui a beaucoup de contenu puis qui veut offrir un fil de nouvelles personnalisées à ses utilisateurs. Ah non, ça c'est pas moi. Mais Nouvelle Place, oui. Hey, je termine une petite parenthèse, mais qui va peut-être régler tout ce qu'on vient de parler. S'il y a un endroit où on peut rencontrer des gens d'univers d'origine différents politiquement, c'est autour d'un jeu de société. Ah oui. Et Philippe Baudouin, vous êtes créateur. J'ai appris ça entre les lignes. Bien sûr, oui. Du jeu qui s'appelle? Un jeu qui s'appelle Québec, qui a été publié, ça doit faire quoi, 12 ans, 13 ans C'est votre seul jeu, vous avez... C'est mon seul jeu publié. J'ai quelques autres créations qui ont gagné des prix et tout ça, mais j'ai pas assez de temps pour chercher des vous êtes ce qu'on appelle un board gamer en français. Je suis un board gamer. Il va falloir se faire une soirée de jeu, parce que je cherche tous les joueurs. Mais cela dit... Il va ressortir bientôt, hein. Il va y avoir une nouvelle édition. Un éditeur allemand l'a trouvé dans une vieille boîte quelque part. Il est tombé en amour avec le jeu, puis il est en train de faire une nouvelle édition. Mais l'univers des jeux de société, souvent, surtout si on va dans ces espèces de conventions ou des week-ends, souvent, qui sont organisés, où on s'inscrit, puis là, on joue avec des inconnus, étonnamment, on rencontre des gens qu'on rencontrerait pas normalement si c'était seulement par intérêt. Tout à fait. C'est pour ça que ça s'appelle des jeux de société. Voilà. Le beau-frère autour d'un jeu de société passe beaucoup mieux. Mais les beaux-frères de femmes jouent rarement des jeux de société. Merci messieurs, c'était passionnant. Merci. Valérie Lefebvre-Fauché. Nouveau numéro de Liberté, donc numéro 345. Et là, il m'a interpellé celui-là particulièrement parce que il est intitulé Papier. Défense d'un amour imparfait. Ben oui, c'est ça, c'est notre numéro sur le papier. Ça fait vraiment longtemps que j'ai envie de faire ça. Vous avez un peu imposé le sujet, hein?
Ben oui, pour vrai, c'est mon sujet. J'ai une petite obsession. Ah oui, hein? Oui. Ben, quand on aime les livres puis qu'on fait des revues, on a tendance à être envahi par les papiers, par les objets, livres. Mais oui, j'aime ça. J'aime tous les formats du texte. Là, mais oui, j'adore les tracts, même je garde des menus. J'aime beaucoup les programmes. Tu sais, j'étais une lectrice de poteaux de téléphone. Là, je m'ennuie des affiches dans la ville. Ouais. C'est ça. Donc, j'aime beaucoup le papier. Puis, je travaille avec des gens qui aiment le papier, des gens qui font du dessin, des maniaques de typographie. Est-ce que c'est la première fois que Liberté a le papier comme thème de numéro, oui. OK. C'est parce que c'était pas perçu comme un problème, je pense, avant. C'est maintenant que ce modèle-là tend à disparaître, ou en tout cas, on nous annonce que c'est la fin du papier. Parce que quand on lit le dossier, c'est pas clair. Oui, clairement, on va continuer à produire du papier. Là. C'est très à la mode, le papier. Ça remplace le plastique. C'est perçu comme un matériel durable. Ouais. Mais il y a quelque chose qui disparaît. Ce qui disparaît, c'est un certain modèle. On voit, on a vu beaucoup de journaux fermés ou arrêter leur version papier. Mais on voit des imprimeries qui ferment, des papetières qui ferment. Puis on nous traite aussi comme si on était des espèces de conservateurs nostalgiques là, et élitistes parce qu'on aime le format papier. Moi, toute ma vie, on m'a dit que ça allait disparaître, cette histoire-là. Donc, il y a effectivement un modèle qui tend à disparaître, puis moi, j'ai l'impression que ce qui disparaît, c'est l'accessibilité. Et vous le dites aussi, il y a une tension entre le fait d'être soucieux du réchauffement climatique, de l'environnement, parce que forcément, papier égale coupe d'arbre. Et vous rappelez qu'on peut être conscient de ça tout en aimant le papier et en ne voulant pas qu'il disparaisse. Mon texte partait de cet amour contradictoire. Là. Bien sûr que je veux défendre ce modèle-là. Je trouve qu'il est extraordinaire. J'y suis vraiment attachée, puis j'ai l'impression que c'est un outil, un médium qui est vraiment important pour l'accès à l'information, pour la démocratie même, puis juste pour la liberté de création. Mais je peux pas non plus être vraiment nostalgique de la façon dont on a utilisé le papier au 20e siècle. Là, les forêts brûlent. Non, c'est ça. C'est un modèle extractiviste. On est dans un contexte de surconsommation, surexploitation des ressources. Donc, on ne peut pas non plus glorifier le papier naïvement. Là, c'est ça. C'était un peu ça de mon point de départ. Qu'est-ce que c'est cet amour, cette volonté de défendre le papier? Est-ce qu'on appartient à un monde passé ou est-ce que ça peut être un projet actuel? Est-ce qu'il y aurait moyen de sauver ce matériau, ce modèle-là? C'est pas une question à laquelle je peux répondre. Non, mais vous posez des bonnes questions. Puis ce texte-là, puis il est quand même dense, m'a beaucoup intéressé parce que, moi, je sais pas si c'est une question d'âge, mais je suis attaché aux livres physiques. Je lis très peu de livres PDF. Quand j'ai pas le choix, mais j'ai beaucoup moins de plaisir. Je lis des textes sur Internet, on s'entend. Mais lire un livre sur une liseuse, c'est vraiment difficile pour moi. Et ce dossier-là m'a ouvert les yeux. C'est drôle parce que on parle de typographie, entre autres. On oublie comment ça a été important, la typographie, sur le plan syndical, entre autres. Puis il y a eu des grandes grèves de typographes. Là, je me rappelais des Ploufs, tabarouette. Le bonhomme Plouf est un typographe. Mais c'est un des plus vieux syndicats au Québec. Oui, c'est eux qui calaient les shots, entre guillemets, puis vous rappelez, méfiez-vous des typographes. Méfiez-vous des typographes, mais oui, c'est des ouvriers qui ont les moyens d'apprendre et de diffuser de l'information. Là, donc, c'est vraiment un métier. C'est eux qui plaçaient donc, c'est eux qui avaient
presque le dernier mot. Oui, d'ailleurs, il y a des histoires de blagues de typographes qui disent le contraire de ce que l'article dit. Donc, c'est vraiment des espaces d'organisation puis de résistance super intéressants, surtout au Québec. Ça a été vraiment important au Québec. J'allais dire à une autre époque, ça peut être encore comme ça aujourd'hui. Une volonté de pas de garder le peuple dans l'ignorance. Tout à fait. Il y a un anti-intellectualisme au Québec qui perdure et la culture du papier. La parole radicale est beaucoup passée par le papier et le fait encore aujourd'hui. Absolument. C'est aussi quelque chose qui peut être distribué sous le manteau, qui peut rester anonyme. Il y a une grande liberté dans le format papier qu'on ne peut pas avoir. C'est sûr qu'il y a aussi une grande liberté, évidemment, dans les formats web. Là. Oui. Mais il n'y a pas cette possibilité d'anonymat. Il y a des gens qui font des fanzines partout dans le monde, qui font des fanzines anonymes, qui prennent des risques incroyables, des gens qui disent des choses qui pourraient leur valoir la prison, qui le font sur papier. En lisant ce dossier-là, je me suis dit, hey, ça se peut que le papier là, redevienne un outil vraiment puissant. Ça fait partie des raisons pour lesquelles on fait ça. Peut-être que je suis un peu paranoïaque, mais... Non. Mais oui, moi, je trouve ça important de continuer à avoir des listes d'abonnés, des contacts réels physiques avec des gens avec qui on peut échanger du matériel, des vraies affaires. Puis c'est ça qui m'inquiète, en fait, dans la disparition des petites imprimeries. Tu sais, avant, dans tous les villages, il y avait une imprimerie. Il y a 20 ans, c'était comme ça. Là. C'est très, très récent, cette disparition-là. Je comprends que c'est un modèle qui pouvait plus fonctionner. En fait, de la façon qui était structurée, mais il peut pas complètement disparaître non plus. Il faut pas. Mais on perd quelque chose d'important, là. D'ailleurs, vous avez visité votre imprimeur? Ah oui. Mais non, mais c'est fou, ça, parce que... Puis on a envie d'être là. C'est HLN? Oui, qui sont à Sherbrooke? HLN à Sherbrooke, oui. Et vous rappelez que c'est peut-être encore un des derniers domaines où on peut apprendre sur le tas. Ah, mais oui, ça, c'est vraiment intéressant. Mais quand on parle avec des imprimeurs, là, c'est vraiment... Ben, je pense que les gens qui travaillent dans des usines, c'est souvent comme ça aussi. Les machines ne fonctionnent pas toutes seules. Il y a des gens qui grimpent dessus pour les réparer puis les réorienter. Puis quand ça dérape, il faut que tu sois là pour les contrôler. Puis en fait, chaque machine est différente. Donc, les ouvriers s'adaptent d'une usine à l'autre de toute façon. Donc, on a l'impression que ce qui est fabriqué, c'est complètement déshumanisé, dématérialisé. Moi, j'ai la chance... Ben, pas toujours. Mais j'ai la chance de pouvoir visiter des imprimeurs des fois. Puis oui, c'est magnifique. Toutes les machines qui font les livres, c'est tellement beau. Il y a une partie qui est très artisanale aussi là-dedans. Vous vous rappelez aussi que pendant la COVID, on l'a vécu et ça fluctue encore, j'imagine, les approvisionnements. C'est quoi les impacts quand on édite une revue comme Liberté? De l'approvisionnement en papier. J'ai l'impression que ça a changé. C'est moins prévisible qu'avant et ça a des impacts vraiment assez immédiats et réels. Il y a eu une augmentation du coût du papier assez marquée depuis la pandémie, puis il y a beaucoup d'inquiétudes, je dirais, chez mes collègues éditeurs, mais pour l'instant, ça semble stabiliser. Il y a eu une pénurie qui était vraiment due au contexte pandémique, mais oui, on imagine que ça pourrait revenir, surtout pour les petits joueurs, en fait. C'est qu'il y a des très gros joueurs qui font des réserves, qui ont des moyens que nous, on ne peut pas avoir. Il y a aussi carrément certains types de papier qui se font moins. On fabrique moins de papier graphique, de papier pour l'édition. Il y a moins d'imprimerie aussi pour certains formats. Donc, il y a des formats qui disparaissent, il y a des papiers qui disparaissent, puis toute la petite édition, disons, est fragilisée. Il y a encore 5 ans, j'avais des collègues éditeurs qui pouvaient aller acheter des restants de papier juste ici au Vermont. C'est très... c'était très humain. Il y avait des contacts assez faciles pour obtenir des papiers étranges. Là, on dirait que tout ça tend à s'uniformiser un peu ou juste à être plus difficile. En tout cas, donc, il faut être mieux connecté ou avoir plus de fric. Sinon, qu'est-ce qu'on peut dire de ce numéro 345? Plein de choses. Je vous parle souvent du dossier quand je vais vous voir, mais toute la première partie de la revue est occupée par des chroniqueurs, des chroniqueuses, des écrivains, des écrivaines qui ont un espace de chronique vraiment très libre, assez singulier. C'est pas de la chronique
qui cherche à créer le scandale puis à réagir à l'actualité. Non, vraiment pas. C'est vraiment des chroniques, c'est de la création littéraire et c'est un espace très libre et en tout cas que moi je trouve qui est très important dans la revue. Puis c'est ça, je trouvais que j'en parlais pas beaucoup. C'est vrai. La dernière fois, on a parlé de notre chroniqueur bibliothécaire Miguel Tremblay, mais là, je voudrais vous dire qu'on accueille Marie-Hélène Voyer, qui est quand même une vedette, là, elle a gagné, elle a fait un doublé de prix des libraires l'année dernière. Donc, on est vraiment super heureuse de l'accueillir. Elle commence une chronique qui s'appelle Ravaudage. Donc, on voit déjà son désir de jouer avec la langue populaire. Puis, elle s'intéresse à les formes invisibles de la pauvreté, à ce qu'on voit pas de la pauvreté. Puis là, c'est une super belle chronique sur les noms de lieux qui évoquent la pauvreté. Comme le lac Misère, le ruisseau Vide-Poche, tous les lieux qui commencent par quelque chose, là, petit Fred. Ça, il y en a plein au Québec de ça, là. C'est fascinant, c'est vraiment beau. Et je veux prendre le temps de parler de Véronique Dassas. C'est sa dernière chronique. Véronique Dassas est chroniqueuse à Liberté depuis 2018. C'est comme un départ bouleversant pour nous. Donc, j'ai adoré travailler avec Véronique. J'ai appris beaucoup en collaborant avec elle. Donc, Véronique Dassas, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de métiers de l'écriture, traductrice, journaliste. Elle a travaillé beaucoup en revue et elle a une très grande culture générale. Donc, elle fait de la chronique d'une manière qui est un peu comme le contraire de ce qu'on voit souvent dans les chroniques, c'est-à-dire qu'elle prend des sujets très délicats, difficiles, puis au lieu de chercher à les simplifier, les réduire, elle ouvre la pensée. Mais elle en profite pour parler plutôt de chansons populaires, la transformation par la musique, la résistance par le chant. C'est très beau. Bon, ben il y a la section critique, comme toujours, en littérature, les arts de la scène, cinéma. Il y a aussi une chronique de Gabrielle Giasson-Dulude qui fait un exercice vraiment étrange, c'est-à-dire que sa narratrice elle parle depuis le ventre de sa mère. Donc, toute la chronique est faite au futur. Je sais pas combien de temps elle va tenir, mais ça fonctionne. C'est très intéressant à lire. Alors, évidemment, on peut trouver le magazine, la revue dans toutes les librairies indépendantes et on s'abonne sur le site web. Oui, s'il vous plaît, allez en librairie. Important. S'abonner, c'est toujours la meilleure manière de soutenir les revues, mais en ce moment, je vous dirais que c'est un petit peu difficile parce si vous voulez la copie papier, pas combien de temps. Non, c'est ça. Vous allez devoir attendre avant de recevoir votre revue. J'en suis désolée. J'espère que ça se réglera bientôt, cette histoire de... Cela dit, la beauté de ces revues-là, c'est qu'elles sont pas harnachées à l'actualité. Fait que même si on est patient puis on décide d'attendre, la revue va être pertinente dans quelques mois aussi. Là. Complètement. On est vraiment pertinente. Valérie Lefebvre-Fauché, merci d'être venue nous parler du numéro 345 de Liberté. Puis nous, on va se revoir dans un trimestre, c'est ça, dans 3 mois? Oui. Voilà. Bon temps des fêtes! Merci. Vous qui adorez ça. Alors voilà ce qui conclut ce 14e épisode de la balado. Merci aux deux Philippe de Grosbois, Philippe Baudouin. C'était vraiment intéressant. Philippe Baudouin qu'on peut entendre à la balado de Denis Talbot. Denis Talbot, gang que je salue. Et merci à Philippe de Grosbois, bien sûr, qu'on va retrouver au courant de l'année 2025 pour d'autres chroniques, toujours bien intéressantes. Son œil aiguisé sur la chose médiatique. Merci à Valérie Lefebvre-Fauché. Évidemment, on se procure le nouveau numéro de Liberté, le numéro 345, dans votre librairie indépendante, idéalement. De toute façon, vous allez avoir la difficulté à la trouver ailleurs, je pense. Nous, on va se laisser en musique. J'avais 2 options cette semaine. J'en ai choisi une parce que j'ai voulu rebondir sur cette manchette que j'ai vue passer, que le gouvernement de la CAQ, entre autres le ministre de la Culture, Mathieu Lacombe, veut officialiser le statut de hockey comme sport national. Et évidemment, vous devinerez que j'ai trouvé ça un petit peu ridicule dans le contexte actuel. Cela dit, ça nous change de la prière en public, mais je suis quand même toujours étonné de voir ce gouvernement avoir autant de temps libre pour ne pas parler de crise du logement, pour ne pas parler du système de santé qui est en train d'imploser, malgré tous ces Top Guns qui sont visiblement venus en place pour aider le gouvernement à faire de meilleures coupures, des coupures plus agiles. Le système scolaire, les écoles publiques,
les infrastructures. Et je suis toujours étonné quand je vois une manchette comme ça, où il y a des gens dans ce gouvernement qui se penchent pour rendre officiel le statut de sport national des Québécois. Moi, je suis désolé, mes enfants ne jouent pas au hockey, puis j'espère qu'ils ne joueront pas au hockey parce que je regarde ce qui se passe dans les arénas, puis ça me tente pas d'y être, puis ça me tente pas d'y participer. Et est-ce que c'est possible en 2024 d'être un vrai Québécois sans triper sur le hockey? J'ai adoré le hockey quand j'étais plus jeune. Je suis plus ça du tout, ni le hockey mineur, ni les Canadiens, puis la Ligue nationale de hockey. Puis de voir ce gouvernement-là encore jouer sur ces fibres-là, un peu identitaires, poches, là, puis après ça va être quoi? Est-ce qu'on va nous obliger à jouer? Est-ce qu'on va obliger les immigrants, peut-être, à jouer au hockey pour recevoir des services du gouvernement? On peut... avec ce gouvernement, je ne serais pas étonné qu'on aille jusque-là. Alors, je me suis dit, on va mettre une chanson, donc, pour rire un peu de ça. Et j'ai envie de vous parler d'Hugo Blouin, que vous connaissez sûrement parce que Hugo Blouin, c'est lui qui avait publié ses albums complètement jouissifs, Charbonneau ou Les valeurs à bonne place en 2018 et 2022. C'est un contrebassiste et compositeur. Il fait du jazz. Je pense que j'en ai parlé de Charbonneau ou Les valeurs à bonne place, peut-être à cette année-là, à l'époque où j'étais à la télé. Je suis pas sûr que j'en ai parlé à la balado. Moi, je suis un amateur de jazz et je suis tombé sur son dernier album qui s'appelle Sport National, qui est paru en 2023. C'est sur le hockey. Puis lui, là, je suis allé voir une critique dans sortijazznight.com, une critique de Arnaud Védarier, qui compare le travail d'Hugo Blouin à celui de Frank Zappa. Puis moi, c'est drôle, ça m'a plutôt fait penser à René Lucier et l'album Le Trésor de la langue. Cela dit, Frank Zappa a fait ça aussi, là, musicaliser la parole, des discours ou des choses qui sont dites. Et là, c'est la même chose qu'on fait avec Sport National. Et là, il y a toute une équipe de musiciens avec lui, vraiment incroyable. Je pense à Alex Dodier, flûte et sax, Jean-Philippe Godbout à la batterie, Julie Hood au tuba, Jonathan Turgeon au clavier. Les claviers, je pense qu'il y a de la B3, Hammond B3 là-dedans, mais portez attention aux claviers. Ils sont en 4 dimensions, tellement on les entend bien. Hugo Blouin, lui, est donc contrebassiste. Il a fait appel, entre autres, à Julie Hamelin pour la voix. Et vous allez voir, elle chante des choses qui ont été prises probablement dans des conférences de presse, dans des documentaires. Je vais vous mettre la première pièce, Sport National. Donc, c'est la pièce titre. Il y a 11 pièces. Et vous allez voir, ça peut irriter des gens, je suis certain, mais moi, en tout cas, je l'écoute en boucle depuis le début de la semaine, cet album-là d'Hugo Blouin. Donc, Sport National, on se laisse là-dessus. Bonne semaine, tout le monde. Chaque numéro est une vedette. Ils sont les champions du monde. Cela se passe à la télévision.